the case of the prosecutor versus Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudet, case reference ICC 0211-0115, and for the record, we are in open session. Thank you very much, Officer. Now, we will take appearances, beginning with counsel for the prosecution. Good morning, Your Honours. Appearing today for the prosecution, we have Mr. Reinhold Galmetzer, Appeals Counsel, Ms. Priya Narayan, Appeals Counsel, Mr. Eric McDonald, Senior Trial Attorney, our case manager, Ms. Davia et Helen Brady. Merci. Le président, la défense de M. Gbagbo. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. L'équipe de défense est composée de Jennifer Naouri, qui est à côté de Laurent Gbagbo, derrière moi du professeur Jacobs, de Fiona Gantré, assistante juridique, Galadriel Marchais, case manager, et Angèle Jean-Georges, case manager, et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, avocat principal de Laurent Gbagbo. Merci. Le président, la défense de M. Blé Goudet. Good morning, Honors. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Blé Goudet est représenté aujourd'hui par Monsieur Claver Hendry à ma gauche. Deuxième rang, Monsieur le Président, Monsieur Siri Zoku du barreau de Bruxelles, Madame Antonia Dyke, assistante juridique, Sarah Pedroso, et au deuxième rang, nous avons l'une de nos nouvelles assistantes, Despoina Eleftheriou. Oui, je vais essayer de prononcer son nom correctement. Eleftheriou. J'espère que je le prononce correctement. Est-ce que vous, le Président, est-ce que vous pourriez épeler le nom, s'il vous plaît? Maître Knops, je pourrais envoyer l'orthographe du nom de Maître Eleftheriou tout à l'heure pour gagner du temps, et je suis Maître Knops. Le Président, et pour le compte-rendu, je constate que messieurs Gbagbo et Blé Goudet sont présents dans la salle d'audience. Le bureau du Conseil public pour les victimes, les victimes sont représentées par le bureau du Conseil public pour les victimes, Madame Peña Ana, et je suis Paulina Macida, conseil principal. Le Président, merci beaucoup. Et puis maintenant, nous prenons les représentants du gouvernement de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est représenté à votre audience par Maître Mignard, Maître Blard, avocat au barreau de Paris, et moi-même, avocat au barreau de Paris, et Maître Mamadou Koné et Maître Abdoulaye Maïté, avocat au barreau d'Abidjan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, merci beaucoup. Nous avons également le bureau du greffier, le greffe. Mesdames et Messieurs les juges, à mes côtés sur le banc du greffe, il y a Jamila Zoubir, juriste coordinatrice, et Romina Morello, conseillère en coopération et en relations extérieures. Je suis Marc Dubuisson, le directeur des services judiciaires, et je représente le greffier Peter Lewis. Je vous remercie. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Je crois que nous avons entendu tout le monde. Merci. La Chambre d'appel est réunie pour entendre les arguments oraux dans la requête de M. Gbagbo en date du 7 octobre 2019, demandant à la Chambre d'appel
de reconsidérer une décision précédente que j'appellerai ici la requête en reconsidération. Je vais donner un résumé de la procédure jusqu'à aujourd'hui par un arrêt majoritaire annoncé le 15 janvier 2019. La Chambre de première instance a acquitté M. Gbagbo et M. Blegoudé de toutes les charges contre eux en l'affaire présente. La juge Karboucha ayant une opinion dissidente. Le 16, la Chambre indique notamment que la Chambre d'appel amende la décision et impose des conditions à M. Gbagbo et à M. Blegoudé pour leur mise en liberté, à condition qu'un État soit disposé à les accepter sur son territoire et qu'il ait la capacité et la volonté de mettre en œuvre les conditions imposées. Donne instruction aux greffiers d'identifier et de conclure des arrangements avec des États disposés à accepter M. Gbagbo et ou M. Blegoudé sur leur territoire et à mettre en œuvre les conditions indiquées. Indique que la Chambre d'appel elle-même peut réexaminer et modifier les conditions de mise en liberté à l'avenir à l'initiative de la Chambre elle-même ou à la demande d'un parti ou d'un participant. Le 7 octobre 2019, M. Gbagbo a déposé sa requête en reconsidération de l'arrêt de la Chambre d'appel. Les réponses à la requête de M. Gbagbo de reconsidération ont été reçues les 16 et 17 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, la Chambre d'appel a organisé une audience sur cette question devant se tenir le 6 et éventuellement le 7 février 2020. Avec l'autorisation de la Chambre d'appel, le 22 janvier 2020, le gouvernement de Côte d'Ivoire a déposé des observations relatives à la requête de M. Gbagbo aux fins de reconsidération. Le 30 janvier 2020, la Chambre d'appel a rendu une décision sur la menée de l'audience, y incluant des questions devant guider les arguments des partis et des participants, ainsi que l'ordre dans lequel les partis et les participants étaient invités à s'adresser à la Chambre d'appel. Voilà donc la toile de fond de la procédure pour aujourd'hui. S'agissant du déroulement des débats, il est rappelé que dans la décision sur le déroulement de l'audience, la Chambre d'appel a indiqué à la fois l'ordre et le temps imparti aux partis et aux participants pour s'adresser à la Chambre d'appel. Les débats seront donc menés conformément à cet ordre du jour. Avant que je n'écoute les conseils, je voudrais présenter présenter aux partis et aux participants un certain nombre de modalités de cette audience. Lorsqu'ils s'adressent à la Chambre, les partis et les participants sont invités à se référer aux questions indiquées dans la décision sur la menée de la procédure. Ils sont libres de s'adresser ou d'évoquer ces questions de la manière qu'ils jugent la plus appropriée. Ils doivent respecter dans leur présentation les délais impartis. Le greffier d'audience surveillera l'horloge et fera un signe aux partis ou aux participants 5 minutes avant la fin de son temps de parole. Nous aurons 3 sessions brèves prévoyant du temps pour les questions des juges qui pourront être posées à n'importe quel moment. Sans plus attendre, je vais maintenant vous donner lecture des questions qui ont été proposées aux partis et aux participants. Premièrement, dans quelles circonstances est-ce que la Chambre d'appel peut reconsidérer ces arrêts prononcés en application de la règle 158 du règlement de procédure et de preuve? B. Si la Chambre d'appel peut reconsidérer ces arrêts
prononcé en application de la règle 158, quelle est la norme applicable? Au-delà de cette question de reconsidération, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour que la Chambre d'appel puisse réexaminer et révoquer les conditions de la remise en liberté fixées dans l'arrêt du 1er février 2019? D. Est-ce que la mesure sollicitée par le procureur dans son mémoire en appel, dans l'appel principal contre l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blegoudé, c'est-à-dire une déclaration d'un vice de procédure dans le procès, est-ce que cela a une incidence sur le maintien des conditions imposées à la mise en liberté dans cet arrêt? Voilà, en bref, les questions que les parties sont invitées à traiter lorsqu'elles s'adresseront à nous. Je vais maintenant entendre d'abord le conseil pour M. Gbagbo. Vous disposez de 30 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est le professeur Jacobs qui va s'adresser à la Chambre sur ces questions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, pour répondre à votre première question concernant les circonstances dans lesquelles une chambre d'appel peut reconsidérer un jugement rendu sur la base de la règle 158 du règlement de procédure et de preuve, la position de la défense est la suivante. D'abord, sur la question de la reconsidération en tant que telle. Entre reconsidération et réexamen, nous avons estimé que la reconsidération s'imposait. Pourquoi? Parce que la reconsidération touche à la raison d'être sur laquelle est fondée la décision dont on demande qu'elle soit à nouveau examinée. Ici, la décision du 1er février 2019. Tandis que le réexamen touche aux modalités, non à sa raison d'être. Or, c'est bien la raison d'être des restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo que nous avons discuté dans notre requête du 7 octobre 2019. En effet, Counsel, do you have authority for that definition of this? Le Président, est-ce que vous avez des sources, des références s'agissant de cette distinction entre la reconsidération et le réexamen? Est-ce que vous vous fondez sur une référence juridique? Est-ce que vous pouvez nous la communiquer pour que nous comprenions les choses ainsi? Merci, Monsieur le Président. Il nous semble que c'est la logique même de ces deux opérations qui commande cette distinction. Dans la mesure où le réexamen permet de redemander à une chambre de revoir certaines conditions selon les changements de circonstances, etc. Et nous y viendrons dans un moment. Alors que la reconsidération permet de demander à une chambre de revoir le fondement même d'une décision, notamment, et je vais y venir, pour éviter une injustice, par exemple, ou sur la base d'un raisonnement erroné, ou d'un manque de fondement factuel, etc. La défense estime donc que sur le principe, il ne peut être imposé de restriction à la liberté d'une personne acquittée, qui doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits
y compris ses droits civils et politiques. Ce principe est reconnu par toutes les juridictions internationales des droits de l'homme. Par exemple, la CEDH, dans son arrêt L'Habitat de 2000, et je cite le paragraphe 171 de cet arrêt, a estimé que la détention justifiée au sens de l'article 5, paragraphe 1c, prend fin le jour où il est statué sur le bien fondé de l'accusation. Et que par conséquent, la détention d'un individu après son acquittement ne saurait plus être couverte par ladite disposition. Fin de citation. À cet égard, la défense note que l'arrêt Hassanidze de la CEDH de 2004 va dans le même sens. Contrairement à ce qu'essaie de lui faire dire la représentante légale des victimes dans sa réponse datée du 16 octobre 2019 à la requête de la défense. En effet, la représentante légale des victimes affirme, sur la base de cet arrêt, qu'il suffirait qu'une décision de justice existe pour qu'une restriction de liberté imposée à une personne acquittée soit légale. Et je vous renvoie au paragraphe 37 de l'écriture 1278 de la représentante légale des victimes. Le Président, la référence que vous venez de donner, vous avez fait référence à la Cour européenne des droits de l'homme, à une affaire précise. Et dans cette citation, il est dit que la détention cesse d'être valide dès lors que est prononcé l'acquittement. Or, M. Gbagbo n'est pas en détention. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Monsieur le Président, nous estimons que On me dit que je n'avais pas activé mon microphone. Merci. Merci à mon collègue. Donc ma question était la suivante. Vous avez cité une référence, celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, cette citation porte sur la détention d'une personne acquittée. Or, M. Gbagbo n'est pas en détention. Est-ce que cette référence est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle s'applique en l'espèce? Merci, Monsieur le Président. Nous estimons que la jurisprudence de la CEDH peut être appliquée à toute mesure restrictive de liberté imposée à une personne acquittée. Et que le principe est clair, une personne acquittée est mise en liberté immédiate en l'absence de toute raison, par exemple liée à d'autres affaires en cours, ou c'est ce que la jurisprudence dit. Mais une fois qu'une personne est acquittée, il n'existe aucune base juridique d'imposer des mesures restrictives à sa liberté, qui vont de la détention à des conditions de mise en liberté. C'est notre compréhension de la jurisprudence, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que ce cas de figure tient compte des circonstances, par exemple, devant une juridiction nationale, lorsqu'une personne accusée est acquittée? Et je parle bien d'une juridiction nationale. Cette personne est acquittée et qu'il y a un appel de cet acquittement. Si l'appel aboutit, est-ce qu'il s'agit simplement pour la police
de procéder à l'arrestation, la réarrestation de cette personne au fin de la suite de poursuivre le procès. Devant une juridiction nationale, le problème ne se poserait pas tout à fait. Or, devant la CPI, il y a cette difficulté, c'est-à-dire que la Cour ne dispose pas des moyens qui lui permettent de placer quelqu'un sous arrêt facilement pour poursuivre le procès. Est-ce que ce scénario change un peu la donne? Sinon, pourquoi pas? Merci, Monsieur le Président. Deux choses. La première est nous considérons que le respect des droits fondamentaux est un principe absolu et qui ne doit pas s'accommoder de questions pragmatiques. La justice pénale internationale se pose en modèle d'exemplarité en cette matière. Et donc la question pragmatique de la différence avec des juridictions nationales par rapport à ce que vous disiez, nous estimons que ça n'est pas pertinent ou ça ne permet pas de déplacer l'application stricte du respect des droits fondamentaux. Premier point. Et le deuxième point par rapport à ce que vous disiez, je vais y venir tout à l'heure, mais il y a une différence ici dans la présente procédure. C'est que le procureur demande un mistrial. C'est-à-dire que même si son appel est reçu... That's a different... Le Président, non, c'est une autre question. Si vous voulez parler de cet argument, certes. Mais vous venez de dire que la distinction ne s'applique pas. Vous dites que peu importe la distinction. Et vous fondez sur le fait que le respect des droits de l'homme est un principe absolu. L'est-il, en fait? Est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international des droits civiques et politiques disposent que les droits humains sont fondamentaux et qu'ils sont absolus, que l'on ne peut pas envisager d'exception à ce principe absolu? Est-ce que c'est votre propos? Alors qu'il existe des possibilités dans les traités des droits de l'homme d'opérer des dérogations, par exemple, de certains droits. On ne va pas rentrer dans cette discussion aujourd'hui, mais c'est une possibilité technique. Certains droits sont non dérogeables dans les conventions internationales. Mais pour répondre... That's exactly where we are. Le Président interrompt. C'est justement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous souhaitons examiner les limites de ces libertés. Est-ce que d'autres considérations peuvent être prises en compte? Est-ce que d'autres considérations peuvent être tout aussi valides? Mais vous dites que vous ne voulez pas parler de cela. Or, c'est là où nous nous trouvons maintenant. Simple à votre question, la réponse est non. Il n'y a pas de considération pragmatique qui justifie de déroger à un droit de l'homme qui est reconnu. Le droit à la liberté est reconnu comme un droit non dérogeable. Le fait qu'il puisse y avoir des difficultés pragmatiques au niveau de la justice internationale ne justifie pas de déroger à un droit fondamental d'un individu. Et si vous me permettez, je voudrais rappeler que la Cour suprême du Kosovo... Now, first, I do not know whether that has been listened. Le Président, je ne sais pas s'il y a eu un problème d'interprétation. Je n'ai pas dit des considérations pragmatiques, j'ai dit d'autres considérations. Monsieur le Président, j'ai moi-même utilisé le terme pragmatique puisque vous souleviez, pour moi, ce que je considérais être une question pragmatique de la réarrestation d'une personne par opposition à un problème de principe. Donc, comme je disais, la Cour suprême du Kosovo a elle-même, par rapport au tribunal spécial pour le Kosovo, qui est une juridiction hybride internationale, le 26 avril dernier, a refusé d'adopter une disposition
identique à l'article 81.3 CI du statut de Rome, sur la base du fait que cette disposition était contraire, 1, à la Constitution du Kosovo, et 2, à la jurisprudence internationale des droits de l'homme. C'est donc qu'un tribunal international a considéré que même dans les circonstances que vous décriviez, il n'était pas possible d'imposer des restrictions à la liberté d'une personne acquittée. Professor Jacobs, Le juge Morrison. Professeur Jacobs, est-ce que vous voyez une différence, en principe, entre une personne qui a été acquittée et qui a suivi une procédure judiciaire, qui a fait l'objet d'une procédure? Cette personne était accusée d'avoir commis des crimes, mais cette personne est néanmoins considérée comme étant innocente, étant donné l'existence du principe de la présomption d'innocence. Alors, comme vous le savez, nous avons de manière constante et systématique demandé la liberté du président Gbagbo, de Laurent Gbagbo, pendant le procès, justement pour respecter la présomption d'innocence et son droit à la liberté, comme un principe même pendant les poursuites. Donc ça, c'est le point de départ, le droit à la liberté, qui existe aussi pendant le procès. Nous sommes une étape plus loin. L'acquittement par le tribunal de poursuite. dealing with it as a matter of principle. Mais je parle de la question de principe. La réalité est que dans bien des cas, dans l'attente d'un procès, il y a cette présomption d'innocence. Et ce, jusqu'à l'issue du procès, dans le respect du principe du droit du procès équitable. Mais souvent, cette personne est assujettie à des mesures restrictives de liberté. Par exemple, elle doit remettre son passeport aux autorités policières ou se présenter à un poste de police régulièrement, à un commissariat, pour démontrer qu'il ne veut pas se soustraire à la justice. C'est donc quelque chose qui arrive régulièrement. Or, cette personne est néanmoins considérée comme étant innocente jusqu'à preuve du contraire. Merci, monsieur le juge. Effectivement, ces circonstances existent, sachant, il est important de le rappeler, que ces mesures ne peuvent être imposées que s'il existe des risques identifiés, concrets, matériels, démontrés, pour déplacer ce qui est la règle, c'est-à-dire la liberté, même pendant le procès. Et encore une fois, l'acquittement change la situation, change radicalement la situation pour nous. Et c'est bien ce qui ressort de la jurisprudence, notamment des droits de l'homme, qui dit qu'une fois que la personne est acquittée, il n'existe plus de base juridique dans la Convention pour imposer des mesures restrictives de liberté. Ce qui n'est pas le cas pendant le procès. Le juge président. L'ordre public est-il une considération valide pour limiter les droits de l'homme? Alors oui, la Convention permet des dérogations sur la base de la protection de l'ordre public, mais encore une fois, ces dérogations doivent être démontrées. Les risques doivent être démontrés, réels, basés sur des faits objectifs et identifiables. Ça ne peut être une allégation vague d'un risque potentiel à un ordre public. Il faut qu'il y ait des éléments concrets, matériels, qui justifient l'imposition de restrictions. Ça ne peut pas être une dérogation générale. Le juge président, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui seraient en désaccord avec cette affirmation. C'est-à-dire que l'on ne peut restreindre la liberté d'un être humain sans que l'on ait des raisons impérieuses. Je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus. Mais au final, il s'agit de faire la démonstration qui justifie les mesures restrictives. Et dans ce cas-là, est-ce que cela vous amène à changer votre
position de départ, c'est-à-dire que les droits de l'homme sont un principe absolu auquel on ne saurait déroger. Monsieur le Président, le fait qu'il puisse exister des dérogations à certains droits ne s'applique pas à tous les droits. Et notre position est claire. Le droit à la liberté d'une personne acquittée est non dérogeable, quelles que soient les circonstances. You may proceed. Le Président veut poursuivre. Donc, brièvement, je vais examiner ce qu'est la reconsidération à la Cour pénale internationale. Il est de jurisprudence constante devant cette Cour que la reconsidération est possible si une erreur manifeste de raisonnement a été démontrée ou si elle est nécessaire pour prévenir une injustice. Et je cite par exemple la décision rendue par la présidence de la Cour dans l'affaire Katanga, décision 38-33 du 26 juin 2019, paragraphe 25. Il a été aussi posé par cette Cour qu'une chambre peut reconsidérer ses propres décisions dans les circonstances où elles sont manifestement mal fondées et si leurs conséquences sont manifestement insatisfaisantes. Je renvoie par exemple à l'affaire Lubanga, décision 2705 du 30 mars 2011, au paragraphe 18. Cette jurisprudence s'inspire assez directement de la jurisprudence des tribunaux ad hoc et d'autres juridictions internationales. Par exemple, le règlement de preuve du tribunal spécial pour le Liban prévoit en son article 140 la possibilité d'une reconsidération, et je cite, « si cela s'avère nécessaire afin d'éviter une injustice ». L'on voit bien ici le fil conducteur de cette jurisprudence, permettre la reconsidération afin de prévenir une injustice. Ici, une atteinte prolongée aux droits d'une personne acquittée et des limitations drastiques à sa liberté d'aller et venir, sa liberté d'expression et sa liberté de citoyen. Il est important aussi de noter que l'atteinte au droit n'est pas figée une fois pour toutes. Elle est de plus en plus profonde au fur et à mesure que le temps passe, puisque les atteintes provisoires au droit de l'acquitté se transforment en amputation. Donc réexamen au sens de review. D'ailleurs, le réexamen, tel que vous l'avez vous-même prévu, au paragraphe 4 du dispositif de votre arrêt du 1er février 2019. Concernant le cadre applicable à ce réexamen, par analogie avec les procédures de réexamen de la détention au cours du procès, où la charge de la preuve repose sur l'accusation, et comme le soulignait le juge Morrison, du fait de la présomption d'innocence, il appartient ici logiquement à l'accusation qui s'oppose à la levée des conditions et éventuellement à la chambre d'appel, si elle décidait de maintenir ces conditions, de démontrer que les atteintes aux droits sont justifiées aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour des raisons dirimantes. Alors brièvement, 3 raisons pour lesquelles il devrait y avoir un réexamen. Premièrement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel formé par le procureur. Counsel, you have 5 minutes left. La greffière d'audience, maître, il vous reste 5 minutes.
Donc, premièrement, comme nous le disions tout à l'heure, l'appel du procureur constitue pour nous un fait nouveau, puisque avec l'appel, les atteintes aux droits de Laurent Gbagbo s'accentuent du fait du temps passé. Deuxièmement, il convient que la Chambre d'appel explique concrètement et matériellement sur quelle base factuelle elle se fonderait pour décider de l'imposition de restrictions à la liberté de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, il ne suffit pas de renvoyer à des décisions antérieures, maintenant vieilles de parfois 3 ans. Pour nous, en l'absence de tout élément actuel, pertinent, présenté devant la Chambre d'appel, puisque le procureur, dans sa réponse datée du 18 octobre 2019, n'a apporté aucun élément concret ou nouveau permettant de justifier une restriction de la liberté, la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Troisièmement, un mot sur ce que signifie dans le cadre du réexamen le choix qu'a fait le procureur de demander à votre chambre de prononcer un mistrial. Et donc j'en viens à votre dernière question. Le juge président, serait-il permis de dire alors que la question relative à la facilité de réexamen plutôt que de parler de reconsidération sur la base de l'existence d'une erreur manifeste. Est-ce que l'on pourrait dire qu'une décision initiale qui semblait peut-être être justifiée à l'époque, avec le passage du temps, s'est révélée peut-être viciée? Est-ce que ce serait une façon de corriger la situation si on optait pour le réexamen? Est-ce que c'est une façon envisageable pour vous? Président, nous estimons que sous l'angle du réexamen, il est tout à fait possible pour votre Chambre de revenir sur les conditions que vous avez décidées le 1er février 2019 et que c'est une voie juridique tout à fait possible, ouverte à votre Chambre et justifiée ici. Donc, en ce qui concerne le mistrial, pour nous, cette demande de la part du procureur change évidemment les choses de manière importante. Parce qu'en l'état actuel des demandes des parties, de deux choses l'une, soit votre chambre n'accueille pas la demande du procureur, et alors le procès s'arrête. Et Laurent Gbagbo aura vu ses droits fondamentaux affectés pour rien. Soit votre chambre accueille la demande en mistrial du procureur, et dans ce cas-là, la procédure serait tout simplement terminée, puisque le procureur ne demande à ce stade ni le renvoi à la chambre de première instance, ni la tenue d'un nouveau procès. Et donc, dans ce cas aussi, de la même manière, Laurent Gbagbo aura vu ses droits affectés pour rien. D'ailleurs, dans sa réponse du 17 octobre 2019, le procureur avance que sa demande en mistrial ne change rien à l'imposition de conditions. Cette position est difficilement compréhensible, parce que si le procureur lui-même ne demande pas la poursuite du procès à l'issue de l'appel, qu'est-ce qui justifierait que la liberté de Laurent Gbagbo soit restreinte pendant l'appel? Par conséquent, toute question relative, par exemple, à un risque allégué de fuite, ne se pose pas dans ces conditions, puisque de toute façon, en l'état actuel des demandes des parties, le procès va s'arrêter. Pour le dire simplement, il n'y a rien à fuir pour Laurent Gbagbo. Pour conclure, nous estimons que quel que soit l'angle adopté,
celui du réexamen ou de la reconsidération, les circonstances font qu'il convient de lever entièrement les restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo afin qu'il puisse recouvrer l'intégralité de ses droits fondamentaux. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, merci infiniment, maître. Nous allons maintenant entendre maintenant le conseil de M. Blé-Goudet. Vous disposez de 30 minutes, maître. Nous sommes en audience publique. Je le dis pour votre gouverne. Maître Knops, merci. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Nous allons tout d'abord répondre à votre première et deuxième question d'un point de vue parfaitement théorique. Surtout au vu du fait que le cadre statutaire de la Cour ne donne pas beaucoup de conseils quant à ce qui pourrait se passer en matière de reconsidération d'arrêt. Il est évident que le cadre de la CPI n'exclut pas les pouvoirs inhérents de la Chambre d'appel qui est de revenir, de reconsidérer ces décisions aux fins d'éviter toute injustice. Et je laisse de côté, là, bien sûr, la question de savoir s'il y avait bel et bien une injustice, puisque nous allons uniquement formuler nos arguments de façon hypothétique. Nous considérons donc que les principes de reconsidération, d'arrêt, de jugement de la Chambre de première instance de la CPI pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux chambres d'appel. D'ailleurs, devant les tribunaux ad hoc, on reconsidère très souvent des arrêts. Et vous pourriez peut-être vous pencher sur cette jurisprudence pour savoir exactement quel serait le test à appliquer en l'espèce. Mais voyons un peu d'abord ce que dicte la jurisprudence de la CPI. Et après, je vous donnerai quelques exemples de la jurisprudence des tribunaux ad hoc à propos de ce sujet qui est la reconsidération d'arrêt. Donc, parlons des précédents ici à la CPI, décision du 1er octobre 2019. Il s'agit de notre première pièce dans notre liste de nos sources. Il s'agit de l'affaire procureur contre Ntaganda. Et la Chambre d'appel a rendu sa décision sur une demande de reconsidération de la défense à propos d'une des décisions de cette Chambre qui portait sur une ordonnance pour prolongation du délai et de la limite des pages. Eh bien, la Chambre d'appel n'a pas utilisé cette possibilité pour expliquer exactement quelles étaient les circonstances dans lesquelles on pouvait en effet demander une reconsidération au niveau des appels, mais a quand même fait droit, en partie en tout cas, à la requête de la défense. Et le texte qui a été utilisé par la Chambre d'appel et qui avait été présenté par la défense et qui avait été d'ailleurs formulé par la Chambre de première instance 4 en septembre 2018 pour la première fois, test selon lequel ce serait la Chambre de première instance qui aurait le pouvoir discrétionnaire inhérent de reconsidérer ses décisions aux fins d'éviter une injustice, paragraphe 4 à nouveau. Alors je ne rentre pas bien sûr dans le vif du sujet, hein, je ne suis pas en train de vous dire si ici, je vous demande juste de vous livrer un exercice, un cas d'école. Donc, la Chambre d'appel a exercé à ce moment-là sa discrétion inhérente, qui est de s'écarter de sa décision précédente, et ce, uniquement de façon exceptionnelle. Et là, la Chambre d'appel a pris en compte les éléments de la défense qui avait démontré qu'une reconsidération éviterait en effet une injustice. La Chambre d'appel a rejeté la partie de la requête où elle a considéré que la défense Ntaganda ne voulait juste que s'acharner pour reprendre les arguments qui avaient déjà été présentés. Alors, cette décision de la Chambre d'appel, cet arrêt de la Chambre d'appel en Ntaganda, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il est très récent d'ailleurs. Eh bien, premièrement, que la Chambre d'appel a le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer ses propres arrêts en application de la règle 158. Et deuxièmement, que la Chambre d'appel doit le faire ou peut le faire pour éviter une injustice. Et troisièmement, que les parties ne doivent pas utiliser la reconsidération et cette procédure pour revenir sur des arguments qui ont déjà été présentés. Et quatrièmement, bien sûr, que la reconsidération ne peut faire l'objet que d'une mesure extrêmement exceptionnelle. Donc ça, j'ai parlé de la jurisprudence de la CPI. Maintenant, penchons-nous sur la décision de la Chambre d'appel et pourquoi, en fait, la Chambre d'appel devrait mutatis mutandis s'appliquer les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux chambres de première instance en matière de reconsidération de ces arrêts, comme l'a fait d'ailleurs la Chambre d'Antaganda. Dans l'affaire Ruto-Sang, donc là c'est notre numéro 3 sur notre liste des sources, la Chambre a considéré que la reconsidération n'était pas un concept étranger au tribunal et à la Cour, et avait déjà été autorisé, par exemple dans l'affaire Kenyatta. Il s'agit là de notre pièce numéro 2 de notre liste. Elle considérait d'ailleurs que il était bon de le faire lorsqu'il c'était nécessaire pour mieux servir la justice. Si cette question de droit est encore présentée à la Chambre et s'il y a et s'il convient en effet d'ajuster les choses. Comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter une injustice. Et d'ailleurs, de votre propre bouche, Monsieur le Président, dans cette affaire, l'affaire du Kenya, Ruto Sang, et je cite vos propos. Il s'agit de la décision Ruto Sang, paragraphe 87, et je cite: la Chambre de première instance ne devrait pas avoir peur, ne devrait pas être intimidée lorsqu'elle doit revenir sur un point de droit que la Chambre avait précédemment négligé et peut donc ajuster et affiner ses décisions précédentes. Et toujours de votre bouche, Monsieur le Président, vous aviez dit, et je vous cite, on peut quand même imaginer qu'une Chambre puisse ne pas avoir tiré les bonnes conclusions dès le départ. Et donc, quand on suppose que la justice est infaillible, eh bien, on se rend bien compte que cela n'est pas vrai, puisque la réalité, c'est que cette infaillibilité, que ces suppositions peuvent être corrigées par la reconsidération, le réexamen ou les appels. Donc, nous considérons que ces principes et ce raisonnement s'applique aussi aux arrêts de la CPI. Et c'est d'ailleurs la logique implicite que l'on trouve dans l'arrêt Ntaganda, lorsque la Chambre d'appel a fait droit en partie à la demande de reconsidération de la défense. Maintenant, parlons des questions A et B. Donc, si vous vouliez maintenant vous pencher sur la jurisprudence des tribunaux ad hoc, je pense que vous pourriez y trouver de l'inspiration. En effet, nous avons identifié 6 précédents, décisions des chambres d'appel du TPY et du TPIR, qui ont toujours utilisé leur pouvoir inhérent pour reconsidérer leurs propres arrêts, mais ce, bien sûr, toujours dans des cas exceptionnels. Alors, premier exemple, l'affaire procureur contre Galich, 16 juillet 2004. Il s'agit de la pièce numéro 3, je crois, de notre liste. Donc, ici, la Chambre d'appel a déclaré pour que l'appel réussisse et qu'on obtienne reconsidération, il faut que l'appelant
convaincre la Chambre d'appel de l'existence d'une erreur de raisonnement manifeste dans la décision ou de discussion ou de circonstances particulières qui justifieraient une reconsidération afin d'éviter l'injustice. Là, je vais revenir sur ce qu'a dit Maître Jacob aux réponses des juges. Tout d'abord, y a-t-il une différence entre un acquittement d'un côté et une personne qui n'a pas encore été jugée mais qui est présumée innocent? Oui, c'est complètement différent, puisque la personne qui a été acquittée, eh bien, elle vit maintenant dans un scénario où il n'y a plus de charge contre cette personne. Alors, l'approche permettant ou interdisant une libération conditionnelle est complètement différente. Lorsqu'un défendeur a été accusé, mais donc est présumé innocent, il est quand même soumis à une procédure judiciaire. Et donc c'est pour cela qu'on pourrait éventuellement limiter sa liberté. Mais lorsqu'on est dans un scénario où un défendeur a été acquitté, il n'y a plus de charge. Ça paraît évident. Donc ce test disjonctif doit être remis dans le contexte de notre acquittement que nous avons ici. Il ne s'agit absolument pas ici d'une personne qui a été accusée, qui n'est pas encore jugée. Ensuite, deuxièmement, quant à savoir si, avec le temps, et le fait de l'écoulement du temps, fait que, éventuellement, la deuxième branche du test pourrait éventuellement être satisfaite. Non. Dans certaines affaires comme une affaire en 1991, je crois, devant la Cour européenne de justice, eh bien, on a considéré qu'au fur et à mesure que, avec l'évolution du temps, les raisons pour une libération sous condition pourraient changer. Mais donc, avec le temps qui passe, l'ordre public pourrait peut-être, par exemple, percevoir ce crime